Imagine deux appartements. On est dans la même ville, le même quartier, exactement le même loyer. On entre dans le premier. C'est celui de Thomas. Thomas gagne 95 000 euros par an, un salaire de cadre supérieur, très confortable. Pourtant, quand Thomas regarde son compte en banque sur son téléphone le 20 du mois, il a une boule au ventre. Il sait qu'il est à 2 fiches de paye de la catastrophe. S'il perd son job demain, son monde s'écroule. Pourquoi ? Regarde autour de toi. Une télé de 190 cm fixée au mur, un canapé d'angle en cuir à 4 000 euros, une cuisine remplie de robots high-tech, la plupart encore dans leur carton d'origine, des placards qui débordent de fringues, beaucoup avec l'étiquette encore attachée. La deuxième chambre, c'est devenu un garde-meuble pour des objets qu'il n'a pas touchés depuis des années. Thomas n'est pas un flambeur au casino, il est juste devenu le conservateur d'un musée de la consommation. Maintenant, entrons dans le deuxième appartement. C'est celui où nous vivons avec Sophia. À nous deux, on gagne environ 52 000 euros par an, presque la moitié de Thomas tout seul. Pourtant, quand on regarde notre compte joint, on est d'un calme olympien. On a 18 mois de dépenses d'avance sur nos livrets et on investit 20% de chaque salaire sur nos PEA respectifs. Chez nous, tu vas remarquer de l'espace, un canapé modeste, une télé de taille raisonnable, une cuisine avec exactement les outils qu'on utilise toutes les semaines, un placard avec des vêtements qu'on porte vraiment. La deuxième chambre ? C'est une vraie chambre, prête à accueillir du monde ou à servir de bureau. Même quartier, mais le couple qui gagne 2 fois moins a 10 fois plus de sécurité financière. Aujourd'hui, on ne va pas parler de revenus, on va parler de la relation toxique entre tes objets et ton argent. Ce que Thomas n'a pas compris, c'est qu'il ne s'agit pas d'être mauvais avec l'argent. Thomas ne dépense pas son argent dans des addictions bizarres, il a juste, petit à petit, accumulé un style de vie qui exige chaque euro qu'il gagne pour être maintenu. Il a découvert, trop tard, que posséder moins ne signifie pas vivre moins bien. Cela signifie vivre délibérément. Laisse-moi te donner un concept qui va reformater ta façon de penser pour le reste de ta vie. Tout ce que tu possèdes coûte de l'argent 2 fois. Le premier coût est évident, c'est le prix d'achat, le chiffre sur le ticket de caisse, les 1 000 euros pour le tapis de course. Mais il y a un deuxième coût que la plupart des gens ignorent et il est souvent plus élevé que le premier. Ce deuxième coût, c'est le stockage, l'entretien, l'énergie mentale et le coût d'opportunité. Prends le tapis de course de Thomas. Il occupe environ 2 mètres carrés. En ville, le mètre carré coûte cher. S'il paie son loyer 20 euros le mètre carré, il paie 40 euros par mois, soit 480 euros par an, juste pour loger un équipement de sport qui sert de porte-manteau 350 jours par an. Thomas perd loyer à ses objets. C'est l'arnaque invisible de l'encombrement. Si tu te reconnais dans la situation de Thomas, si tu as l'impression de travailler uniquement pour entretenir tes possessions et payer le stockage de tes regrets d'achat, sache que tu n'es pas seul. Le système est conçu pour que tu deviennes l'esclave de ton propre décor. Ici, avec Sophia, on hack ces règles du Monopoly. On apprend à posséder nos objets plutôt qu'à être possédé par eux. On veut bâtir une richesse réelle, celle qui ne se voit pas forcément, mais qui permet de dormir la nuit. Si tu veux bâtir cette sécurité et arrêter de stresser en ouvrant ton appli bancaire, abonne-toi maintenant. Rejoins notre armée d'investisseurs qui privilégie la liberté au statut. Active la cloche, on est ensemble pour racheter ton temps. Le deuxième coût, c'est aussi l'énergie mentale. Chaque objet que tu possèdes occupe une petite tranche de ton attention. Il faut le nettoyer, l'organiser, le réparer, l'assurer, s'en inquiéter. Sophia me le dit souvent, moins on a de bordel, plus je respire. Et ce n'est pas qu'une impression. Des chercheurs ont prouvé que le désordre visuel augmente ton niveau de cortisol, l'hormone du stress. Tes objets sont littéralement en train de te stresser chimiquement sans que tu t'en rendes compte. Ton cerveau sature à force de devoir traiter tous ces stimuli inutiles. Posséder trop de choses, c'est vivre dans un bruit permanent. Les minimalistes ne sont pas des gens qui se privent, ce sont des gens qui achètent de la paix mentale. Et enfin, le coût le plus grave, le coût d'opportunité. Chaque euro bloqué dans une possession inutile est un euro qui ne travaille pas pour toi. Les 15 000 euros de matériel de gym de Thomas qui prennent la poussière, s'il les avait mis sur un ETF MSCI World à 7% de moyenne, dans 15 ans, il aurait 41 000 euros. Thomas n'a pas acheté une salle de sport, il a acheté du matériel au lieu de sa liberté financière future. Le prix d'achat n'est que le ticket d'entrée. Les coûts de fonctionnement, eux, durent tant que tu possèdes l'objet. Les minimalistes comprennent ça. Ils ne détestent pas les belles choses, ils ont juste calculé que la plupart des objets ne valent pas le sacrifice de leur liberté. Pour éviter de finir comme Thomas, Sophia et moi appliquons une règle religieuse avant chaque achat. Calculer le coût par utilisation.
C'est la seule mesure honnête de la valeur. Tu vois une veste à 200 € que tu ne porteras que 2 fois, elle te coûte 100 € par sortie. C'est du vol. Tu vois une veste de qualité à 400 € que tu porteras 200 fois sur 3 ans, elle te coûte 2 € par sortie. La veste la plus chère est en réalité la plus économique. Ce calcul tue immédiatement la plupart des achats d'impulsion. Ce robot de cuisine à 300 € pour faire des sorbets maison que tu utiliseras 2 fois, ça fait 150 € le sorbet. C'est absurde. A l'inverse, ça valide les achats sur ce qui affecte ta santé. Un matelas à 2000 € utilisé toutes les nuits pendant 10 ans, ça revient à 0,55 € par nuit. C'est une valeur extraordinaire pour ton énergie au quotidien. Les maths coupent court au marketing et à l'émotion. Fais cet exercice ce soir. Fais le tour de chez toi. Regarde chaque objet et demande-toi: si cet objet disparaissait par magie aujourd'hui, est-ce que je dépenserais mon argent pour le racheter? Sois honnête. Est-ce que tu rachèterais cette machine à pain, ces vêtements que tu n'as pas mis depuis 18 mois? Pour 80% de tes objets, la réponse sera non. Ils sont là par inertie, pas par intention. Ils ont une valeur négative. Ils te volent de l'espace et de l'énergie. Les minimalistes comme nous éliminent ces objets. On vend ce qui a de la valeur, on donne ce qui peut servir. Au début, c'est inconfortable, puis c'est une libération totale. Ton ménage prend 2 fois moins de temps et tes décisions deviennent plus simples. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème, la psychologie du toujours plus, qui enferme Thomas dans la complexité. Il y a un schéma que je vois constamment chez des gens qui, comme Thomas, gagnent très bien leur vie mais n'ont aucun patrimoine. Ils upgradent des objets parfaitement fonctionnels simplement parce qu'ils s'ennuient ou parce qu'un nouveau modèle existe. Thomas a une télé qui marche nickel, mais il a vu que la nouvelle version avait un noir plus profond. Son téléphone prend des photos superbes? Oui, mais le nouveau a un capteur en titane. Sa voiture est fiable? Certes, mais la nouvelle a un écran tactile plus grand. Ces améliorations ressemblent à du progrès. En réalité, c'est de la destruction de richesses déguisées. Avec Sophia, on a une politique stricte. On ne remplace pas ce qui fonctionne. Un téléphone qui appelle et fait tourner tes applis n'est pas mort parce que le modèle suivant est sorti. Un objet reste fonctionnel tant qu'il remplit sa tâche. L'ennui n'est pas une panne. Le désir de nouveauté n'est pas un besoin. En appliquant cette règle, tu économises facilement 150 000 € sur une vie. C'est le prix de ta liberté que tu rends au constructeur par simple ennui. L'humain suit toujours la voie de la moindre résistance. Si dépenser est facile, tu dépenseras. C'est pour ça qu'Amazon et Uber Eats enregistrent ta carte. Ils veulent zéro friction. Avec Sophia, on a inversé le système. On a créé de la friction à la dépense. On a supprimé nos numéros de carte des sites marchands. Devoir se lever pour chercher son portefeuille, ça tue 50% des pulsions. On applique la règle des 48 heures. Tout achat non vital doit attendre 2 jours dans le panier. 9 fois sur 10, l'envie s'évapore. A l'inverse, on a créé de la fluidité pour l'épargne. Le jour où le salaire tombe, le virement vers le PEA est automatique. C'est invisible. On ne compte pas sur notre volonté parce que la volonté s'épuise. On compte sur notre système. Thomas, lui, attend la fin du mois pour voir ce qu'il reste. Résultat, il ne reste rien parce que la dépense est trop facile. Ça paraît obsessionnel, mais compter tes possessions force la prise de conscience. Sophia et moi, une fois par an, on compte nos vêtements. Quand tu réalises que tu as 45 t-shirts, en acheter un 46e devient absurde. Tu ne vois plus un vêtement, tu vois un encombrement. On applique la règle du un entrant, un sortant. Si j'achète une nouvelle paire de pompes, une ancienne doit quitter la maison. Cette contrainte empêche l'inflation du mode de vie. Sans limite intentionnelle, tes objets s'étendent pour remplir tout ton espace et tout ton budget. Avec des limites, chaque achat devient une décision lourde. Combien de placards en France sont des musées de hobbies abandonnés? Le matériel de ski utilisé une fois, la machine à coudre qui prend la poussière. Thomas achète d'abord et réalise ensuite qu'il n'aime pas ça. Nous, on loue. Tu veux te mettre au paddle? Loue en 3 fois. Si au bout de la 3e fois tu es toujours mordu, alors on envisage l'achat. Louer permet de vérifier que l'enthousiasme n'est pas passager et d'apprendre ce dont on a vraiment besoin avant de claquer 800 €. Ne sois pas le propriétaire de tes regrets. Teste avant d'investir. C'est le piège préféré du Monopoly. Un achat semble isolé, mais il déclenche une cascade. Thomas achète une moto, il lui faut le casque, la veste, les gants, l'assurance, l'antivol, le garage sécurisé. Un achat à 5 000 € en devient un à 8 000 € avec l'écosystème. C'est ce que j'appelle la taxe invisible du Monopoly. Les minimalistes calculent toujours le coût de l'écosystème complet avant de signer.
Si tu n'as pas le budget pour le multiplicateur, tu n'as pas le budget pour l'objet. C'est là que Thomas se noie. Il n'a jamais défini ce qu'est une maison suffisante ou une voiture suffisante. Alors, dès que son salaire monte, ses standards montent. Il court après une ligne d'arrivée qui recule. Avec Sophia, on a défini notre standard de confort avant d'augmenter nos revenus. On sait de combien de mètres carrés on a besoin pour être heureux. Résultat, quand nos revenus grimpent, l'écart entre notre vie et notre salaire part directement dans notre liberté financière. On ne change pas de vie à chaque promotion, on achète notre temps. Pour la plupart des gens, être riche, c'est ce que tu as. Pour nous, être riche, c'est ce que tu peux choisir. Thomas a un salaire de 95 000, mais il n'a aucune option. S'il déteste son patron, il doit quand même rester parce qu'il doit payer ses crédits. Il est enchaîné. Nous, avec nos 18 mois d'avance, on a une optionnalité totale. On peut dire non, on peut changer de ville, on peut prendre un risque. La vraie richesse, c'est le pouvoir de dire non. Et ce pouvoir ne s'achète pas avec des objets, il s'achète avec de la marge financière. Ne fais pas une grosse purge par an pour tout racheter le mois d'après. Pratique l'examen régulier. Une fois par mois, on regarde une catégorie d'objets. On attrape l'accumulation avant qu'elle ne devienne un problème. C'est comme la maintenance d'une machine. C'est plus facile de retirer 3 objets par semaine que 300 par an. Le minimalisme n'est pas une punition. C'est une stratégie de guerre pour ton compte en banque. Posséder moins crée plus d'argent. Et avoir plus d'argent te rend moins dépendant des objets pour te sentir exister. C'est un cercle vertueux. Thomas est peut-être propriétaire d'un canapé à 4 000 €, mais ses possessions le possèdent. Sophia et moi, on possède peu, mais on est propriétaire de notre avenir. Laquelle de ces deux vies tu veux? Le calcul est vite fait. Dites-moi en commentaire, quel est l'objet chez vous qui vous coûte le plus cher en stockage ou en stress? Je lis tout. C'était Hugo Investi. N'oublie pas de t'abonner pour plus de stratégies financières, active la cloche et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Restez libre et à la prochaine.